Université de la copropriété, qui est organisée par l'UNIS et par l'UNIS Occitanie, et que j'ai le plaisir de présider. Il faut simplement rappeler que l'UNIS représente plusieurs métiers, à savoir la gestion, le syndic, la transaction, l'expertise, les promoteurs rénovateurs. Et aujourd'hui, nous allons vous parler du rôle du conseil syndical. Nous allons parler des Airbnb, c'est très à la mode, de la gestion de sinistres. Alors, je vais donner la parole à mes confrères qui, chacun à leur tour, vont vous présenter les différents intervenants et vont parler avec eux. Vous aurez le temps de poser des questions après chaque paragraphe, si vous voulez. Et après, nous nous retrouverons au bar en bas pour le pot de l'amitié. Alors, bonne Université de la copropriété. Bonsoir. Moi, très heureuse, en ma qualité de présidente de l'UNIS Midi-Pyrénées, de vous accueillir pour cette 5e Université de la copropriété, avec l'ensemble donc du bureau. Nous avons choisi cette année de vous présenter et donc de vous informer sur 3 thèmes principaux. Le premier donc sera animé par Maître Fage, le rôle du conseil syndical et de votre syndic. Le second, donc, c'est l'intervention donc, de Maître Rajansun sur l'autorisation donc, du Airbnb en copropriété, un sujet, je pense, d'actualité. Et le troisième, la gestion des sinistres en copropriété, avec les risques d'effondrement, mais aussi un rappel de la convention IRSI, avec 2 intervenants, qui est M. Lassignardi Jérôme et M. Julien Guillaume. Donc, bonne conférence, bonne soirée. Et on démarre de suite. Parfait, merci beaucoup. Alors, la première intervention, donc, j'ai l'honneur d'accueillir Maître Fage, qui va intervenir sur un sujet qui nous tenait à cœur et qu'on souhaitait partager avec vous, qui êtes nos clients, avec un fil conducteur qui est la relation entre le conseil syndical, les membres du conseil syndical et leur syndic, qui est leur mandataire. Et au-delà, et on a travaillé ensemble avec Maître Fage, c'est la relation entre la notion de mandat et mandataire, et la notion de mandant-mandataire. Il y aura 5 sujets qui seront abordés, on va se fixer à peu près 15-20 minutes d'intervention, et ensuite on fera des questions-réponses, d'accord ? Donc n'hésitez pas, surtout à ne pas intervenir pendant l'intervention de Maître Fage, et à intervenir après, on sera à votre écoute. Les 5 sujets, on aura une présentation du mandat de syndic et nos missions. C'était un peu le fil conducteur qu'on s'est donné avec Claire, si vous me le permettez, au regard de l'évolution du contrat unique. Un petit focus sur les engagements du syndic et le cadre légal qui régit nos actes de gestion comptable, gestion courante, gestion des sinistres également, gestion du contentieux. La présentation des instances, les plusieurs instances, à savoir que aujourd'hui, on peut appeler ça une instance d'animation ou de vie de la copropriété, avec les membres du conseil syndical, le président du conseil syndical éventuellement, en fonction des tailles des immeubles, et les clients, et nous, syndics. Les différentes interactions entre le conseil syndical et son mandataire, voilà, qui aujourd'hui sont aussi un peu notre fil conducteur. Je vois Claire me faire un petit sourire dans la présentation. Le but un peu de cette réunion, c'est de vous expliquer les métiers du syndic, les métiers et les responsabilités, je m'exprime mal, les rôles et responsabilités des membres du conseil syndical et de travailler tout cela en harmonie. D'accord ? Et le dernier point, qui sera le secret de la relation entre le mandant et le mandataire, sur lequel je nous invite à tous réfléchir. C'est-à-dire comment bien gérer en bon père de famille et bonne père de famille un immeuble en copropriété. Voilà. Qui sera un peu notre conclusion avec Claire. Je vais laisser la parole à Claire. Merci beaucoup d'être présent avec nous et bonne soirée. Alors bonjour, je m'appelle Claire Fage, je suis ravie d'être parmi vous. Donc la mission qui m'a été dévolue est un peu de vous présenter les rôles du conseil syndical et le rôle du syndic. Schématiquement, avec un peu de légèreté, je voudrais répondre à la question de qui est qui et qui fait quoi. Je vais donc commencer par nos hôtes, je vais être bien élevée, je vais commencer par le rôle et les missions du syndic. Alors, 2 points. Le statut du syndic et sa mission.
vous devez avoir en tête que le syndic, c'est le pouvoir exécutif de la copropriété. C'est le seul organe permanent de la copropriété. C'est un organe, premièrement, qui est obligatoire, et secondement, c'est le mandataire du syndicat des copropriétaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, mandataire du syndicat des copropriétaires? Ça veut dire que ce n'est pas le préposé du syndicat des copropriétaires, ce n'est pas le préposé non plus du conseil syndical, c'est son représentant légal. Il n'est lié à l'égard du syndicat des copropriétaires et du conseil syndical, ni par un lien de dépendance, ni par un lien de subordination. Le syndic, il est indépendant de ces deux institutions qui sont le conseil syndical et le syndicat des copropriétaires. C'est très important cette notion d'indépendance, et vous, en tant que copropriétaire et membre du conseil syndical, vous ne devez pas le vivre comme un problème, comme un affront, c'est une chance pour vous. Parce que cette indépendance, elle permet à votre syndic de savoir dire non, de savoir dire à un moment, la loi c'est ça, et j'ai la pression de tel ou tel copropriétaire, j'ai la pression d'un conseil syndical, mais moi je sais que le code de la copropriété dit ça, je sais que la loi dit cela, et c'est mon rôle de vous le dire. Et s'il y avait un lien de dépendance économique, un lien de subordination, il ne pourrait pas vous le dire. Donc c'est très important que vous ayez ça en tête. Alors quel est le cadre de ce rapport contractuel? C'est le mandat de syndic. Le mandat de syndic, il a connu une évolution majeure. Je ne vais pas vous faire l'histoire du mandat de syndic, mais sachez que depuis 2014, on a un contrat type qui encadre les rapports entre le syndicat des copropriétaires et le syndic. C'est ce contrat type. Ce contrat type, il est probablement très perfectible. Il ne suffirait pas de 20 minutes ou d'un quart d'heure d'intervention pour en parler. Vous devez avoir en tête qu'il encadre le rôle, les fonctions et la mission du syndic. Donc c'est le canevas de ce qu'il doit faire. Il encadre les tarifs du syndic, les tarifs qui sont négociés, qui sont limités, et aussi les marges de manœuvre du syndic, les possibilités de sortie de certains honoraires. Une fois que je vous ai dit cela, je vous ai tout dit. Il est très complexe, ce contrat de syndic, mais c'est le cadre. C'est le cadre contractuel qui va fixer vos rapports entre votre copropriété et votre syndic. Ça, c'est le statut du syndic. Les missions. Alors les missions, des fois vous vous demandez ce que font vos syndics, et bien, ils travaillent parce qu'ils ont pas mal de missions. Alors j'aime à dire que ce sont des agents triples. Alors, Monsieur Poubelle dira peut-être des agents quadruples, il aura une autre intervention, mais légalement, ce sont des agents triples. Agents triples parce que le syndic, c'est un agent d'exécution, c'est un agent de représentation et c'est un agent d'administration. Je vais aborder ces 3 points en m'attardant sur le point le plus important, selon moi, qui est la mission d'administration. Alors, le syndic, c'est un agent d'exécution. Qu'est-ce qu'il doit faire? Prioritairement, il doit faire beaucoup de choses, mais prioritairement, il doit mettre en œuvre les votes qui sont les vôtres dans le cadre des assemblées générales. Donc, il doit veiller au bon respect du vote qui est le vôtre. Toute décision qui est prise en assemblée générale doit être exécutée par votre syndic. S'il ne le fait pas, il engagerait sa responsabilité. Donc, je vais vous donner un exemple. Vous avez une copropriété qui vote des travaux. Alors, on va prendre l'exemple de la petite copropriété. Petite copropriété, ils sont 6, ils votent des travaux, et puis finalement, ils les votent en 2019, et puis en 2020 arrive le Covid, et puis finalement, ils disent non, c'est pas le moment de dépenser de l'argent, on s'arrange entre nous, puis on décide que ces travaux qu'on a votés, bon, on va pas les faire, et on le dit au syndic. Ben, le syndic, il est obligé de refaire passer un nouveau vote pour qu'il soit acté par écrit que vous avez changé d'avis. Parce que si un nouveau copropriétaire arrive X années après, qui dit « Mais attendez, je ne comprends pas, en 2019, vous avez voté un ravalement de façade, pourquoi vous n'avez pas mis en œuvre ce ravalement de façade, ces travaux de peinture ?» Mais votre syndic, s'il ne le fait pas, il engage sa responsabilité. Donc, il doit mettre en œuvre les décisions d'assemblée générale. Il doit veiller au respect du règlement de copropriété. Qu'est-ce que ça veut dire, veiller au respect du règlement de copropriété? Ben, ça veut dire veiller à ce que les copropriétaires, les locataires des copropriétaires non occupants respectent l'ensemble des dispositions du règlement de copropriété. Je pense à l'harmonie, je pense à la paisibilité. Voilà, il est le garant du respect de ce texte qui est pour vous la Bible de la copropriété, le règlement de copropriété.
Et il a une mission qui est tout sauf anodine, c'est le recouvrement des charges de copropriété. Parce que c'est le nerf de la guerre. Sans argent, vous ne pouvez pas faire vivre votre copropriété. Vous devez savoir que c'est dans sa mission et qu'il n'a pas besoin d'un vote en assemblée générale pour engager une action en recouvrement de charges de copropriété. Hein, parfois, j'entends des copropriétaires qui disent « Oh, oui, bon, je ne paie pas mes charges parce que pour l'instant, j'ai des problèmes d'argent, mais de toute façon, l'Assemblée générale n'a pas voté contre moi de procès. Quand elle votera contre moi un procès, je commencerai à régulariser. » Non, non, non. Le syndic, il peut, sans vote de l'Assemblée générale, engager une procédure de recouvrement contre un copropriétaire. En revanche, ce dont il a besoin, c'est d'un vote, si vous deviez aller plus loin, dans le cadre d'une saisie immobilière. Voilà, ça c'est très important. C'est un agent d'exécution dans sa mission quotidienne. Deuxième fonction du syndic, agent de représentation. Le syndic, c'est donc le mandataire du syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires, c'est le mandant. Il représente la copropriété dans les actes civils et les actions en justice. Vous devez comprendre que le syndicat des copropriétaires n'a pas de pouvoir propre. Il vote des choses en assemblée générale, mais votre bras armé, le stylo, celui qui signe les contrats, celui qui agit, c'est le syndic. Donc il engage, vous prenez des décisions, et c'est votre syndic qui va les mettre en œuvre et engager les décisions que vous avez prises. Je vais vous donner un exemple que l'on a, nous, avocats, et que l'on doit vérifier quand on engage des procédures pour des syndicats des copropriétaires. C'est vérifier que vos syndics ont un mandat en cours de validité. J'ai eu un dossier récemment où, une fois n'est pas coutume, je défendais un copropriétaire contre un syndicat des copropriétaires qui n'avait pas payé ses charges de copropriété. Et la première chose que j'ai regardée, c'est dans la liste des pièces qui m'étaient communiquées, j'avais règlement de copropriété, appel de fonds, contrat de syndic. Je lui ai dit, tiens, je vais regarder le contrat de syndic. Et j'ai vu qu'en fait, le syndicat des copropriétaires qui a signé, son syndic, il n'avait plus de mandat valable. Donc la signation, elle était nulle. Donc c'est très important d'avoir en tête que le contrat de syndic, il doit être en cours de validité, qui doit être renouvelé dans les délais. Et c'est grâce à ça que votre syndic, il a le pouvoir et la qualité pour vous représenter dans tous les actes de la vie de la copropriété. Exécution, représentation, administration. Alors, je m'attarderai un petit peu plus sur ce point-là. Vous le savez, le texte qui légifère, qui réglemente les rapports de la copropriété, c'est la loi de 1965. Il y a un article 18 dans cette loi de 1965 qui donne au syndic les pouvoirs qui sont les siens. Je vais vous le citer. Le syndic est tenu d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde, à son entretien et, en cas d'urgence et uniquement en cas d'urgence, faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci. Donc la portée de ce texte n'aurait pas posé de difficulté majeure s'il y avait un autre texte, qui est l'article 14 de la loi de 65, qui dit, lui, en revanche, que c'est le syndicat des copropriétaires qui assure la mission de conservation et d'amélioration de l'immeuble. Donc en fait, on a deux textes, article 14 et article 18 de la loi de 65, qui sont un peu en concurrence parce que les deux disent c'est à toi le syndic d'administrer l'immeuble, mais il y a aussi l'article 14 qui dit c'est à toi le syndicat des copropriétaires d'administrer l'immeuble. Donc je vous fais grâce des débats qui ont eu lieu en doctrine et en jurisprudence. Aujourd'hui, c'est assez tranché et il est admis que le syndic, hormis l'hypothèse des travaux urgents, c'est tout un autre sujet, les travaux urgents, le syndic est habilité à accomplir seul tous les actes qui entrent dans la gestion courante de l'immeuble pour faire face aux nécessités concrètes de la vie quotidienne. Voilà ce que doit faire votre syndic au titre de l'administration de l'immeuble, c'est-à-dire tous les actes de la gestion courante qui sont nécessaires au fonctionnement de la vie quotidienne de l'immeuble. Donc, qu'est-ce que sont ces actes de la gestion courante ? Je vais vous les exposer. Alors, ne soyez pas affolés. Quand je vous dis qu'il a la possibilité, le pouvoir de gérer seul les actes de gestion courante, ça ne veut pas dire que le syndic dessaisit de ses pouvoirs le syndicat des copropriétaires ou le conseil syndical de son pouvoir de contrôle. Il y a des garde-fous. Annuellement, il doit rendre compte de sa gestion, et puis le conseil syndical, on y viendra après, est le garant de la surveillance des actions du syndic. Mais quand je dis cela,
Je dis que un contrat de mandat d'électricité, il va, parce que c'est dans le cadre de la gestion courante, parce que ça participe du bon fonctionnement de l'immeuble, le signer, et il sera dans sa mission de signer le mandat relatif à la fourniture d'électricité, à l'entretien des espaces verts, à toute une série de décisions qui font, parce que la loi lui confère cette fonction, parce que la loi lui confère ce pouvoir d'initiative, va faciliter la vie de la copropriété. Au-delà de ces missions-là, exécution, représentation, administration, il y a également d'autres catégories qui sont un petit peu plus fastidieuses, c'est les missions administratives, les missions comptables, les missions financières. Voilà, il s'occupe des comptes de votre copropriété, il a ainsi l'obligation d'ouvrir un compte séparé pour chaque copropriété, il détient les archives et les documents de la copropriété. Donc quand un syndic succède à un autre, le syndic débarqué a l'obligation dans un certain délai de transmettre les documents dont il n'est que dépositaire parce qu'ils appartiennent au syndicat des copropriétaires à son successeur. C'est lui, votre syndic, qui va gérer la relation de travail, par exemple, avec l'éventuel salarié de la copropriété. Vous avez un gardien, eh bien c'est lui qui va l'engager, c'est lui qui va le congédier, c'est lui qui va donc décider des travaux de maintenance qui sont prévus au budget prévisionnel, c'est lui qui va conclure les marchés correspondants et parfois, avec l'avis du conseil syndical, c'est lui qui va décider de travaux urgents, de travaux qui doivent être pris de manière imminente, sans pouvoir attendre un vote d'assemblée générale. Donc, vous le voyez, le champ d'intervention est large, c'est un métier passionnant. Et c'est un métier dans lequel je pense qu'il faut faire preuve de psychologie, puisque vous êtes confronté à des univers, des ambiances différentes. Alors, quand elle me regarde comme ça, c'est que je dois intervenir. Merci Claire, merci pour votre intervention qui n'est pas terminée. J'avais juste une question pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous détailler, parce que en fait, ce qui est rigolo dans ce métier du syndic, c'est la terminologie et la sémantique entre la notion de syndicat des copropriétaires et syndic. Et très souvent, nos clients, et là je me mets à la place de nos clients, font l'amalgame. Parce que forcément, de par la sémantique, le syndicat des copropriétaires, le syndic, le fameux le syndic qui est l'administrateur de biens, il y a un amalgame créé naturellement par le biais de la sémantique. Et ce que j'aimerais, c'est que vous répondiez sur la partie de responsabilité. C'est-à-dire que je sais que ma question est compliquée. On n'avait dit pas de question piège. Oui, je sais, mais c'est comme ça. Elle n'est pas piège. Oui, c'est pas piège. C'est que dans l'émission, vous avez défini la gestion courante, la gestion comptable, l'engagement des travaux, tout ce que vous avez très bien défini, le contentieux par exemple. Quel est le responsable? C'est-à-dire que je prends le cas de mes confrères, on est tous détenteurs d'une carte professionnelle, tous. On est tous gérants pour partie de nos entités. Et donc, on est tous condamnables pénalement en cas de. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir votre point de vue, quelle est notre responsabilité, celle du conseil syndical, celle du syndicat des copropriétaires et le risque qu'on encourt dans le cadre de la gestion d'une copropriété. Alors, ça anticipe un peu sur des choses que je voulais dire après, mais c'est pas grave, allons-y maintenant. Le syndicat des copropriétaires, c'est une entité, c'est un groupe qui n'a pas en tant que tel de personnalité juridique. Le syndicat des copropriétaires, c'est la somme de tous les copropriétaires. Donc vous, individuellement, vous êtes un copropriétaire, mais juridiquement, et n'y prenez pas ombrage, vous n'êtes rien. Ce qui crée une personnalité, c'est le syndicat des copropriétaires. Donc c'est le syndicat des copropriétaires qui va signer un contrat avec EDF. C'est le syndicat des copropriétaires qui va signer un contrat avec l'entreprise Net Nettoyage. C'est le syndicat des copropriétaires qui va être l'employeur du gardien. C'est lui qui est en lien contractuel direct. Mais comme ce syndicat des copropriétaires n'a pas de personnalité morale et a besoin de quelqu'un
Parce que quand vous êtes de 120, quand vous êtes 10, ben, vous ne pouvez pas tous vous débarquer pour signer, vous ne pouvez pas tous débarquer pour aller à un procès. Vous avez un organe de représentation, c'est votre syndic. Donc, dans le cadre de rapports contractuels que vous pouvez avoir avec des prestataires extérieurs, c'est vous qui engagez votre responsabilité. Enfin, c'est le syndicat des copropriétaires qui engage sa responsabilité s'il ne paie pas une facture, par exemple. Le syndic, lui, sa mission, c'est le mandataire. Sa mission, le syndic, il a un lien contractuel avec vous, syndicat des copropriétaires. Donc, il va engager sa responsabilité s'il commet une faute à l'égard de la copropriété. Donc, vous pouvez engager la responsabilité du syndic. Si vous lui dites, ben, dans votre mandat, vous deviez faire ça, vous l'avez mal fait, ça me cause un préjudice, j'actionne votre responsabilité. Voilà. Et ensuite, il y a ce que j'allais aborder en fin, ou alors je le fais maintenant, la responsabilité du conseil syndical. Est-ce que je le fais maintenant ou je le fais après? Et non, moi j'avais la 4e mission. Ah ben allez-y. Avant. Et je souhaitais rajouter une 4e mission, en complément de ce qu'a dit Maître Fage, qui est un rôle de psychologue de la vie en collectivité, qui nous tient à cœur, et on se retrouve tous ici, et c'est très bien, c'est qu'au fil du temps, on voit de plus en plus certaines relations se dégrader de par l'exigibilité, en fait, et le monde dans lequel on vit, avec l'accès à l'information, la proto-professionnalisation, et ainsi de suite. Et on a beaucoup, au sein de nos équipes, de nos gestionnaires, et ainsi de suite, un travail également de psychologie et d'accompagnement des copropriétaires. Alors très souvent, ça, c'est pas écrit dans nos contrats. Pourquoi ? Parce que le contrat, il encadre un contrat allure. C'est ce qu'a décrit dans nos missions, effectivement, Maître Fage très bien, gestion courante, gestion comptable, gestion des sinistres, la gestion du contentieux. Et je souhaitais rajouter juste l'aspect, le terme n'est pas approprié, c'est pas la bonne sémantique, c'est pas de la psychologie, mais on est quand même aussi souvent en relation avec des gens qui vivent de temps en temps des frustrations de vivre en copropriété, parce que la copropriété peut être signe de frustration. Moi, très souvent, je dis à mes copropriétaires, quand je suis en assemblée générale, je leur dis, c'est vrai que je comprends, vous ne pouvez pas sortir vos poubelles, en fait. Alors, c'est très facile, mais tout le monde comprend. C'est vrai que quand j'ai le portail qui ne marche pas, quand on est en maison individuelle, typiquement, si vous voulez, on appelle une entreprise, que je ne citerai pas, on appelle une entreprise, l'entreprise intervient, elle fait un devis, elle nous l'envoie, elle répare. Dans un délai imparti qui a aujourd'hui, depuis le Covid, il faut commander les pièces et ainsi de suite. D'accord ? Et ça, on le fait à titre individuel. En copropriété, et on le comprend, c'était le message que vous voulez faire passer dans notre mission, on a de plus en plus de sollicitations sur des gestions de délais, des agacements, ainsi de suite, qui sont souvent liées à la frustration de ne pas pouvoir faire soi-même. Voilà. On n'est que vos mandataires très souvent, et je termine et après je vous laisse la parole, maître, on est souvent enclin à expliquer aux gens qu'en fait, nous, syndics et mandataires, eu égard à nos engagements, ben nous, on ne vit pas sur la copropriété avec vous. On aimerait vivre avec vous sur la copropriété pour être au fait du moindre désordre, du moindre sinistre et le gérer en bon père de famille avec le conseil syndical. Voilà. Claire, je vous laisse la parole pour la suite. Oui. Avant de poursuivre, je voulais, peut-être pour rebondir à la question qui m'a été posée par M. Poubelle, peut-être vous raconter une anecdote sur la responsabilité de chacun et les rôles de chacun. J'ai eu un dossier récemment où on est dans une copropriété à destination mixte. La destination mixte, ça veut dire vous pouvez avoir de l'habitation et en l'occurrence des professions libérales. Et cette destination mixte, elle n'était pas tout à fait acceptée par tout le monde. Bon, c'était comme ça, mais il y a des copropriétaires, et notamment le président du conseil syndical, qui n'était pas content en fait que ce soit de cette destination mixte. Et il le découvrait un peu à l'occasion de l'arrivée dans un appartement d'un cabinet médical. Alors ce président du conseil syndical était très contrarié parce que qui dit cabinet médical dit patient dit malade, et des gens qui allaient, qui venaient dans les parties communes, et que ça posait des questions d'aggravation de charges. Vous comprenez, l'ascenseur il est 2 fois plus utilisé, puis mais ils abandonnent des masques usagés, bref.
Donc on avait un sujet sur la présence de ces médecins dans cet immeuble, et le médecin qui venait d'arriver, en toute légalité, il a demandé, mais écoutez, laissez-moi maintenant, j'ai besoin de poser mes plaques, d'indiquer docteur Bidule, et le règlement de copropriété prévoyait très clairement la question de la gestion de cette plaque. C'est-à-dire que le règlement de copropriété disait, pour les plaques, il appartient au syndic d'exprimer aux copropriétaires qui souhaitent poser une plaque le respect de règlement intérieur, et la question de la plaque était de la compétence du syndic au terme du règlement de copropriété. C'est-à-dire que c'était le syndic qui devait dire vous la posez là, là et là et là. Et en fait, dans ce dossier, les copropriétaires ont voulu faire pression au syndic pour faire interdire la pose de plaque aux médecins. Et là, le syndic, mon client, il a parfaitement réagi. C'est-à-dire qu'il a tenu tête aux quelques copropriétaires qui ne voulaient pas que les plaques soient posées, en indiquant, mais non, c'est de ma responsabilité de vous dire que le règlement de copropriété, il se lit comme cela. C'est de ma responsabilité de vous dire qu'il faut laisser à ce médecin la possibilité de mettre une plaque. Et c'est parce qu'il a fait cela qu'aucun procès n'a été engagé contre le syndicat des copropriétaires, parce que s'il avait fait droit à la demande des membres du conseil syndical de refuser la pose de plaque à ce médecin, eh bien moi j'avais déjà un confrère qui m'avait écrit, qui m'avait dit on assignera en référé le syndicat des copropriétaires d'avoir à être condamné sous astreinte de poser la plaque. C'est-à-dire que c'est le syndic qui prend une décision, c'est le syndic qui vous conseille, mais à la fin, celui qui est assigné si ça dérape, c'est le syndicat des copropriétaires. Voilà ce que je voulais dire pour rebondir un peu sur l'illustration. Je vois que vous avez ouvert le... Oui, j'ai quelque chose à vous lire. Ah oui, d'accord. Alors, maintenant, je vais parler du conseil syndical. Donc, on a parlé du syndic, on va parler maintenant du conseil syndical. Le conseil syndical, sa mission, son rôle, est encadré par l'article 21 de la loi de 65. 2 missions, assistance, contrôle. Vous devez avoir ça en tête. Assistance, contrôle. Mais avant d'aller plus avant, je voudrais vous lire un texte qui est, c'est deux lignes, qui est extrait du rapport parlementaire qui est issu du texte de la loi qui a créé le rôle du conseil syndical. Le parlementaire, il s'appelait Bonnemaison. Bon, ça ne s'invente pas. Il dit Bonnemaison, Monsieur Bonnemaison, le syndic, il assure un dialogue et une information entre l'ensemble des copropriétaires et le syndic, ce qui est le meilleur moyen de maintenir un climat de confiance réciproque. Dialogue et information entre l'ensemble des copropriétaires et le syndic pour un meilleur climat. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. En fait, c'est ça le conseil syndical. Il va avoir une mission consultative et d'assistance et une mission de contrôle. Le conseil syndical, il n'a aucun pouvoir d'administration. Il n'exerce qu'un rôle de conseil et d'assistance du syndic. Il n'y a que lui qui vit dans l'immeuble, en fait. Le syndic, il n'est pas là. Donc, le conseil syndical, si vous êtes membre peut-être du conseil syndical, vous êtes les yeux et vous êtes les oreilles du syndic. C'est-à-dire que le syndic ne peut pas deviner qu'il y a un portail qui ne marche pas. Il y a des visites d'immeubles qui sont faites, bien entendu, mais c'est à vous de lui dire qu'il y a des malfaçons sur une livraison, que les travaux ne donnent pas satisfaction. C'est à vous de lui dire qu'il y a des atteintes au règlement de copropriété qui interdit les store-ban rouges et qu'il y a le voisin du 5e qui a mis un store-ban rouge. C'est à vous de lui dire. Donc là, vous avez un rôle d'alerte, vous avez un rôle d'assistance. Il doit pouvoir s'appuyer sur vous pour gérer sa copropriété. Les seuls cas où son avis, l'avis du conseil syndical, est obligatoire, et là le syndic se doit de le consulter, à défaut il commettrait une faute, c'est l'exécution des travaux urgents. Donc s'il y a des travaux urgents qui doivent être faits dans un tel délai que l'Assemblée générale ne peut pas se tenir, ni même une Assemblée générale extraordinaire, il doit quand même recueillir l'avis du conseil syndical. La passation de contrats et de marchés dont le seuil serait supérieur à celui fixé à l'Assemblée générale, et la nomination d'un administrateur provisoire dans le cadre d'une copropriété en difficulté financière.
Voilà. Vous devez comprendre que le conseil syndical, c'est un organe de liaison pour éclairer sur les aspects de la vie en copropriété, suggérer telle ou telle chose au syndic et attirer son attention sur l'opportunité d'engager telle ou telle action, tel ou tel travaux. Ça, c'est l'assistance et le conseil auprès du syndic. Mais vous avez un rôle qui est celui de contrôler la gestion du syndic. C'est la deuxième mission du conseil syndical, contrôle la gestion. C'est l'article 26 du décret de 1967. Le conseil syndical contrôle la gestion du syndic, notamment, et le notamment est important, la comptabilité du syndicat, la répartition des dépenses, les conditions dans lesquelles les contrats sont passés. Donc voilà, c'est un rôle qui est très important, contrôle de la gestion du syndic. Voilà. Juste, je termine parce que je vois que j'ai dépassé peut-être le temps parce que je termine juste en 2 lignes. Parfois, on m'interroge à mon cabinet sur la responsabilité du conseil syndical. Est-ce que le conseil syndical peut engager sa responsabilité ? Non. Le conseil syndical n'a pas de personnalité morale. Vous ne pouvez pas assigner un conseil syndical. En revanche, les membres du conseil syndical pris individuellement peuvent engager leur responsabilité. C'est rare, mais ça arrive. Voilà. Merci Claire, merci beaucoup. J'avais juste une question et ensuite on va laisser l'auditoire, si vous avez des questions, c'est le moment. Claire, juste une question, vous avez dit qu'en tant que syndic de copropriété, administrateur de biens, on pouvait engager des travaux ou des actions de manière urgente. Alors moi, il y a une chose qui me vient en tête, c'est la sécurité à la personne. Incendie, et ainsi de suite. Quel est notre périmètre d'action par rapport à ça, de manière à le clarifier aussi ? C'est excessivement complexe. Enfin, il y a des tas d'arrêts de tribunaux, de cours de cassation qui définissent l'urgence. Donc, je ne saurais pas vous dire l'urgence, c'est ça. Elle s'apprécie au cas par cas. Donc nous, avocats, on est là pour vous conseiller, pour vous dire, là on est dans un cas d'urgence, là on n'est pas dans un cas d'urgence. Mais l'urgence, c'est l'hypothèse où on ne peut pas attendre une réunion d'assemblée générale. Voilà. Fût-elle organisée en urgence. Voilà. C'est maintenant, la décision doit être prise parce qu'il en va soit de la sécurité de l'immeuble, soit de la sécurité des personnes. Et l'urgence, la notion d'urgence, c'est pour le syndicat des copropriétaires. On ne peut pas faire passer sous couvert d'urgence les intérêts de tel ou tel copropriétaire. C'est pour le syndicat des copropriétaires. D'accord. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? On va passer aux questions. À Maître Fage, j'arrive. Oui, bonjour. Dans le cas que vous venez de citer sur la sécurité incendie, si le syndic n'a pas été informé par le conseil syndical, justement, n'a pas été alerté du coup, et qu'il y a un incendie parce que l'immeuble n'est pas sécurisé, du coup, qui est responsable ? J'imagine que du coup, c'est pas le syndic. Alors, il faut que vous compreniez une action en responsabilité, et ça c'est une règle de droit qui s'applique quelle que soit la personne, c'est une faute, un préjudice et un lien entre les deux. Donc vous ne pouvez engager la responsabilité de quelqu'un, membre du conseil syndical ou syndicat des copropriétaires, que si cette personne a commis une faute, que cette faute elle a engendré un préjudice. Donc je ne sais pas, on a l'hypothèse d'une installation électrique complètement défaillante et qui provoque un incendie. Alors d'abord, on n'est pas dans le cas d'urgence, mais je doute que la défaillance de l'installation électrique, elle soit subite. D'accord ? Donc là, pour moi, une installation électrique complètement défaillante dans une copropriété, c'est un mauvais entretien de l'immeuble. Et le mauvais entretien de l'immeuble, faut voir de qui c'est la responsabilité. Si votre syndic régulièrement, il soumet à l'Assemblée Générale et il dit « Attention, on a un problème, installation électrique défaillante, je soumets à l'ordre du jour la réfaction de cette installation » et que les copropriétaires disent « Oh ben non, on va pas engager des frais », ça c'est la responsabilité du syndicat des copropriétaires, de prendre des décisions et de les assumer.
vous ne voulez pas voter des travaux parce que vous n'avez pas envie de débourser de l'argent, vous n'en avez pas les moyens. Je ne le juge pas, c'est un constat. Mais si derrière l'absence de travaux, l'absence d'entretien provoque un incendie, ça c'est la responsabilité du syndicat des copropriétaires. En revanche, si le syndic omet de mettre à l'ordre du jour des travaux dont on pense qu'ils pourraient être importants et que c'est son rôle de conseil de vous les soumettre, ben peut-être que c'est une responsabilité du syndic. Voilà, un peu au cas par cas. Il n'y a pas de... Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, mais ça veut dire que le syndic doit se rendre compte par lui-même que l'installation est vétuste, par exemple. Alors après, là, je ne sais pas comment ça se passe dans la pratique. Vous disiez tout à l'heure les gestionnaires visitent les immeubles. Vous disiez tout à l'heure que le conseil syndical devait être les yeux du syndic. C'est pour ça que je pensais que du coup, on pouvait penser que le conseil syndical, n'ayant pas alerté le syndic... Non, bah après, quand je dis vous êtes les yeux, ce que je veux dire, c'est que c'est vous qui vivez dans l'immeuble. Donc, s'il y a des choses qui vont pas subitement, tout à l'heure, on parlait du portail d'entrée qui marchait pas, appelez le syndic. C'est dans ce sens-là que je vous dis. Après, l'entretien d'une copropriété, sa bonne gestion, c'est une œuvre collective, celle de ses habitants, propriétaires, et celle de votre syndic, dont la mission, c'est de veiller à l'entretien des parties communes. Je vais vous répondre, du coup, avec ma casquette de syndic. C'est une responsabilité qui est partagée. Dans le cas d'un désordre sur les parties communes qui peut engager, effectivement, un risque à la personne, c'était mon intervention de tout à l'heure, vous, en tant qu'habitant, d'accord, vous vivez au sein de la copropriété, vous devez nous en informer. Là où le syndic peut ne pas faire son métier, et c'est le cas des balcons, typiquement, avec tous les risques d'effondrement par exemple, ou les mises aux normes de l'électricité, c'est typiquement quand il est informé qu'il ne traite pas. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'entre, on peut se dire les choses, on est entre nous, le législateur a encadré notre activité par le biais de fiches visites, qui sont contractuelles, et qui, dans le cadre de ces fiches visites, si vous voulez, formalisent nos interventions et les constats qu'on fait sur vos copropriétés. Et c'est d'ailleurs pour ça que très souvent, dans le cadre des fiches visites, les copropriétaires, les membres du conseil syndical sont souvent présents avec nous, de manière à nous dire, attention, regardez, là, on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça. Nous, tant qu'on en est informé, en fait, effectivement, on en prend et on en partage la responsabilité. Voilà, jusqu'à la mise en sécurité. On aura un sujet tout à l'heure sur la partie des effondrements dans Toulouse, puisque, alors, c'est pas à la mode, mais malheureusement, on en est un peu victime depuis 2-3 ans. C'est un sujet structurel sur les bâtiments, la plupart du temps, dans les quartiers historiques, et ainsi de suite, et c'est faute partagée. Nous, la faute pour nous, et là je mets ma casquette de syndic, c'est qu'effectivement, être au courant d'un risque potentiel et ne pas le traiter, c'est de notre responsabilité. Et je vais aller au-delà, c'est du pénal en ce qui nous concerne. Je parle sous le couvert de Claire. Si c'est pas traité, si ça s'effondre, qu'on était au courant, c'est de notre responsabilité devant les tribunaux au pénal. Une autre question, ou d'autres questions éventuellement ? Un conseil syndical, pour gérer ce qu'il a à faire, ils sont essentiellement des bénévoles. Est-ce qu'il a le droit d'ouvrir un bureau ? C'est-à-dire, j'entends par là nommer un secrétaire, un trésorier, de façon à mieux gérer son conseil syndical. Je dis cela pourquoi ? Parce que souvent, par exemple, on a des photocopies à faire, on a des menus dépenses. Comment peut-il juridiquement se former, s'équiper ? Alors ça, c'est une colle. Alors, vous avez le droit de vous organiser comme vous voulez, former entre vous. Hein, ça, c'est une certitude. C'est un droit, si vous voulez, dans le groupe conseil syndical, que l'on soit en charge des comptes, l'autre soit le secrétaire. Ça, c'est clair, vous faites ce que vous voulez. Maintenant, c'est une colle pour moi, les frais de fonctionnement du conseil syndical. Tu sais, Emmanuel ? Je ne saurais pas répondre à cette question. Tu le sais ? Je réponds rapidement. Très compliqué à gérer. Ça, c'est ma réponse. 2, dans les faits, c'est faisable. C'est possible sous note de frais. Donc, en fait, le sujet, c'est
en règle générale, dans les ensembles, c'est plutôt les ensembles des années 60, 70, 80, je regarde mes confrères, où en fait on a des gros ensembles immobiliers, et puis vous savez, vous avez souvent la loge du gardien, et ou une salle qui est dédiée aux membres du conseil syndical et au président du conseil syndical, où ils peuvent se réunir. Et très souvent, on peut nous demander d'installer typiquement du matériel informatique. C'est possible, d'accord? Donc ça, c'est dans le cadre d'eux, mais c'est toujours nous qui en sommes responsables, puisqu'on est aussi responsable de la gestion comptable. Le plus compliqué, et je termine par ça, c'est le membre du conseil syndical qui va engager des frais. Typiquement, ah bah tiens, moi j'ai fait les photocopies, tiens, j'ai pris un téléphone portable, et tiens, ça c'est souvent le cas à Noël, et c'est très bienveillant, c'est, vous savez quoi, madame un tel qui fait le ménage, elle est tellement gentille que je me suis permis de lui acheter un panier garni. La problématique, c'est qu'on a un membre du conseil syndical qui n'a pas, entre guillemets, de représentativité au sein du syndicat des copropriétaires, qui engage une dépense pour le compte de l'intégralité des copropriétaires. Et ça peut créer énormément de conflits pour l'avoir vécu. Voilà. Donc il faut être un peu vigilant sur ça. Autre question? On a répondu à la question, monsieur? Ouais, merci. D'autres questions? Non, je voulais juste, si vous voulez, que vous donniez la précision concernant l'article 27 du décret de 1967, à savoir que le conseil syndical peut s'entourer quand même de spécialistes par rapport à des questions qui sont soulevées sur la copropriété. Alors effectivement, merci, parce que j'étais à la fin de mon code, et c'est donc pour répondre à la question de monsieur, c'est réglé par l'article 27 du décret de 67, que je vais vous lire. Les fonctions de président et de membre du conseil syndical ne donnent pas lieu à rémunération. Le conseil syndical peut, pour l'exécution de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne de son choix. Il peut aussi, sur une question particulière, demander un avis technique à tout professionnel de spécialité. La dépense nécessitées par l'exécution de la mission du conseil syndical constituent des dépenses courantes d'administration. Elles sont supportées par le syndicat et réglées par le syndic. Voilà. Remboursement des frais. Si les membres du conseil syndical ne sont pas rémunérés, il est bien entendu admis qu'ils peuvent se faire rembourser les frais exposés dans l'exercice de leur mandat, par exemple leurs frais de déplacement, les frais de dactylo. Voilà. Donc j'ai trouvé la réponse. Donc du coup, j'ai pas écouté votre question. De somme. Ah oui, c'est sans limite. Oui, alors effectivement, moi, il m'est arrivé d'être consulté par des membres de conseils syndicaux, de facturer, et alors sans limitation de somme, on a quand même les... Si, je pense qu'il y a quand même la question des seuils, des dépenses engagées dans la limite du seuil autorisé en assemblée générale. Oui, je veux bien, si Non. vous voulez, mais savoir Dans le que budget. ce n'est pas le conseil syndical qui est rémunéré, ce sont des Ah non. honoraires. Oui. Si vous Bien voulez, sûr, on parle de la qui même sont chose. on est Si bien vous, d'accord, si hein. vous Ce sont consultez un les expert factures d'honoraires, en voilà. bâtiment, un avocat, oui, bien sûr, Voilà, bien c'est sûr. ça. On parle de la même chose. D'autres questions? Oui, bonjour. Bonjour. Juste une question. Tout à l'heure, vous parliez du syndic qui devait remettre les pièces à un nouveau syndic. Lors du cas d'une rupture de syndic, on change de syndic, quel est le délai légal pour que le nouveau syndic ait toutes les pièces de l'ancien syndic? Je parle des pièces comptables, administratives et notamment financières, puisque le compte est lié à la copropriété. Dans quel délai doit-il remettre tout ça? Est-ce qu'il existe? Je crois que c'est 1 mois. Ah ben voilà. Alors, voilà. Vous voulez que je vérifie? Je vais regarder tout à l'heure et je vous donnerai la réponse. Moi, je suis saisie quand le délai est largement dépassé. Oui. Donc, il y a des procédures pour ça, hein, pour obtenir sous contrainte les documents. Je vais regarder, je vais vous le dire. En complément, cas pratico-pratique, c'est 2 mois. Et deuxième élément, lorsque vous changez de syndic, soyez très vigilant sur la notion de clôture des comptes de la copropriété. Il est très compliqué pour un syndic qui reprend la gestion d'un immeuble de prendre des comptes non approuvés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si les comptes sont non approuvés, on doit reprendre l'intégralité de la copropriété de l'immeuble qu'on récupère. Donc, ce qui veut dire que, de manière très pratique, et même pour vous, parce que je dis ça parce que c'est à mettre en parallèle avec la gestion des délais, non, dans le cadre pas de la transmission des informations, dans le cadre de la reprise de la gestion comptable de l'immeuble, il est préférable que lorsque vous avez décidé
de changer de syndic, c'est de valider les comptes, d'accord? Et derrière, la transmission se fait beaucoup plus facilement. Alors la question qui vient souvent, c'est nos clients nous disent, mais si on valide les comptes avec vous, on ne pourra pas y revenir dessus. Si, vous pourrez y revenir dessus. Donc j'ai trouvé. On fait un bon tandem. En fait, on démarre tard, mais on va finir tard aussi, je crois. Claire, on a fini. Je ne veux pas vous mettre la pression. C'est donc pour monsieur, article 18-2 de la loi de 65, en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau, dans le délai de 15 jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références de compte bancaire et les coordonnées bancaires. Il remet dans le délai de 1 mois à compter de la même date l'ensemble des documents et archives du syndicat, ainsi que le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés, etc., etc. Dans le délai de 2 mois suivant l'expiration du délai, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes de la copropriété ainsi que les comptes du syndicat. Donc, en fait, il y a 3 délais et suivant les documents. D'autres questions? Non? Bon. Merci à tous. On passe au sujet suivant. Du coup, Martine, je vous laisse la parole. Alors, notre sujet suivant, il est très d'actualité. Nous avons beaucoup de questions en tant que syndic sur l'autorisation du Airbnb dans nos copropriétés. Donc, non, c'est bon. Je vous passe la parole. Bon, bonsoir à tout le monde. Donc, on va effectivement aborder ce sujet très très à la mode de la location meublée de courte durée qu'on appelle communément Airbnb, mais à tort parce que bien évidemment, s'il n'y a pas que la plateforme Airbnb qui pratique ce genre de location, c'est parfois des plateformes, mais ça peut être aussi des particuliers tout seuls dans leur coin qui pratiquent la location meublée de courte durée. Alors cette location, elle pose un problème en copropriété parce qu'évidemment, elle cause de nombreuses problématiques entre les copropriétaires puisqu'elle introduit des personnes qui sont de passage, qui n'habitent pas dans l'immeuble, qui viennent 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois maximum, et qui ne se considèrent pas chez eux, à l'inverse du locataire classique ou du propriétaire occupant. Et évidemment, il va y avoir des dégradations, alors des problèmes de nuisance sonore la plupart du temps, mais aussi des dégradations dans les parties communes, parce qu'on va avoir une utilisation un peu plus importante de tous les équipements communs et de toutes les parties communes. Donc la question récurrente qu'on nous pose dans les cabinets, c'est comment on fait pour arrêter ça? Est-ce que mon règlement de copropriété l'autorise? Est-ce que monsieur machin peut exercer effectivement cette activité dans l'immeuble ou pas? Et si vraiment c'est autorisé, comment on fait quand même pour limiter les dégâts? Alors c'est 2 points que je vais aborder. D'abord le problème du règlement de copropriété. Qu'est-ce qu'il faut regarder quand on est face à ce problème? Et évidemment, la première chose à vérifier, c'est le règlement de copropriété. C'est la seule chose qu'il faut que vous regardiez, puisque c'est la Bible de ce qui doit être sur votre table de chevet pour voir ce qui se passe dans votre immeuble et conforme ou pas. C'est de lire ce règlement de copropriété. Le règlement de copropriété, en fait, il définit les conditions d'usage de l'immeuble. Il va définir 2 notions. D'une part, la destination générale de l'immeuble. Alors ça, vous connaissez cette notion, c'est est-ce que l'immeuble est à usage d'habitation, professionnel, commercial, artisanal, mixte, professionnel ou d'habitation, que commercial. Enfin bon, il y a tous les goûts sont dans les règlements de copropriété sur cette destination de l'immeuble. Et à côté de ça, il y a les conditions de jouissance des parties privatives. Donc ça, c'est la loi de 65 qui va manier ces deux notions. Et vous avez l'affectation des lots qui, elle, doit être conforme à cette destination de l'immeuble. C'est-à-dire que j'ai un lot qui a un usage ou d'habitation, ou d'appartement, ou de cave, ou de local commercial. Et cette affectation du lot, cet usage du lot, doit être, quoi qu'il en soit, conforme à la destination générale de l'immeuble.
Donc ces deux notions étant rappelées ou expliquées pour certains, la grande question, ça va être, est-ce que l'activité que j'exerce dans mon lot est conforme à l'immeuble et est-ce qu'elle modifie les conditions de jouissance des autres copropriétaires? Le problème pour répondre à cette question, ça a été de qualifier cette location Airbnb. Qu'est-ce qu'elle est? Elle est de l'habitation, elle est du commerce, elle est d'une activité professionnelle, artisanale, bon, j'exagère, mais la question c'est de savoir qu'est-ce qu'elle est. Alors comme c'est une notion nouvelle, assez récente, évidemment la loi de 65, qui date de 65, qui bien qu'elle ait été nombreuses fois amendée, n'a pas prévu de qualifier cette location meublée de courte durée. Le seul endroit où on en parle dans la loi, c'est dans le code de tourisme. Le code de tourisme, il prévoit que il définit en fait les meublés de tourisme. Il est défini comme étant des villas, des appartements, des studios, offerts en location à une clientèle de passage qui effectue un séjour caractérisé par des courtes durées, journées, semaines, mois, sans y élire domicile. Donc ça, c'est la seule définition légale que nous avons de la location meublée de courte durée. Donc comme la loi ne la prévoit pas, et dans ces cas-là, c'est aux tribunaux de suppléer le législateur, qui est souvent en retard sur la vie de tous les jours. Et donc les tribunaux ont été chargés de définir la nature de l'activité de la location meublée de tourisme. Et alors là, on revient de loin et je vais vous faire un rapide rappel de cette évolution parce qu'elle est importante. Elle va à l'inverse de l'évolution que nous avons dans les règles d'urbanisme et dans la capacité de la population à accepter cette location meublée qui est de plus en plus fréquente et pour lequel on verra après que en matière d'urbanisme, on est en train de durcir de plus en plus pour limiter l'impact dans certaines régions de la prolifération de ce type de location. Et vous allez voir que les tribunaux, eux, bizarrement, ils font le chemin inverse. C'est-à-dire qu'au départ, dans les années 2005-2010, les tribunaux considéraient que une activité de location en meublé de courte durée qui est exercée dans un immeuble à usage mixte, habitation et professionnel. Alors, vous devez avoir tout ça dans vos règlements de copropriété. Usage d'habitation avec autorisation dans les appartements d'exercer une activité professionnelle. Alors, au tout début, les tribunaux disaient cette activité de location meublée de courte durée ne crée pas plus de nuisances qu'une activité professionnelle. Claire parlait tout à l'heure d'une activité de médecin généraliste, par exemple, qui reçoit énormément de patientèle toute la journée. Les tribunaux, alors notamment à Paris, parce que la jurisprudence a été quand même essentiellement parisienne au départ, considéraient que ça ne causait pas plus de nuisances et que donc elle était autorisée, qu'il n'y avait pas de difficulté. Les années passant et les activités devenant de plus en plus importantes dans les appartements, et causant de plus en plus de difficultés, la jurisprudence est un petit peu durcie. Et donc, on a des arrêts de la Cour d'appel de Paris, notamment deux, dans les années 2013 et 2014, qui ont fini par indiquer que l'activité de location de Airbnb, pour faire plus vite, devait être qualifiée d'activité commerciale. Alors là, ça a donné un coup d'arrêt, puisque dans les immeubles d'habitation ou exclusifs d'habitation ou habitation et professionnelle, à partir du moment où on disait que la location de meublé touristique de courte durée était commerciale, on était facile de l'interdire. Mais c'était pas sans oublier la Cour de cassation qui a fini par mettre son grain de sel. Donc la Cour de cassation, c'est la juridiction suprême en France, qui va quand même, elle, donner le là de ce que les tribunaux doivent appliquer une fois qu'elle a décidé quelque chose. Donc elle a commencé par faire, en 2018, un premier arrêt qui a commencé à amorcer une évolution dans le sens inverse jusqu'à l'arrêt récent de janvier 2024, on en parlera après. Et elle a commencé à dire que cette location n'était commerciale que si elle était accompagnée de prestations de services. Bon, alors la plupart du temps, si vous ouvrez un Airbnb, pour ne pas le citer, on vous fournit le linge, on vous fait le ménage à la sortie. Ça, c'est à peu près... On vous accueille parfois, ou maintenant c'est des boîtes à clés, mon sujet. Mais la prestation de service, elle y est à peu près systématiquement, enfin en tout cas quelques-unes.
La Cour de cassation ne s'est pas arrêtée là, malheureusement. Et en janvier 2024, donc c'est très récent, elle a aggravé encore sa qualification. Et là, elle est allée beaucoup plus loin et elle a indiqué que seules les activités de location de courte durée avec prestation de services para-hôtelières données de manière importante, enfin significative, pour reprendre les termes exacts de la Cour de cassation, pouvaient être qualifiées d'activité commerciale. Alors là, ça change les choses, même si c'est une évolution qu'on a suivie. Hein, c'est pas un revirement de jurisprudence en tant que tel, c'est une évolution lente, sur 10 ans, un peu moins de 10 ans de la Cour de cassation, mais elle rebat les cartes, parce qu'évidemment, à partir du moment où la Cour de cassation fait référence à ces activités para-hôtelières, on va s'interroger vraiment, et de manière importante, hein, des prestations qui sont données. Elle semble dire qu'il faut qu'il y en ait beaucoup, régulières, fréquentes, etc. Donc la difficulté de cet arrêt, et ça va être pour les juridictions de degré inférieur, qui vont devoir interpréter l'arrêt de la Cour de cassation pour savoir, elle va devoir déterminer que veut dire la Cour de cassation sur activité para-hôtelière. Et les activités para-hôtelières, le seul endroit où on les trouve, c'est dans le Code général des impôts. Et le Code général des impôts, alors la Cour de cassation, il fait clairement référence, enfin pas clairement, mais en tout cas, on pense bien que c'est à ça qu'elle fait référence. Le Code général des impôts, il définit l'activité para-hôtelière comme mettant à la disposition d'un hébergement associé au moins 3 services sur 4. Ces services, c'est la fourniture du petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture du linge de maison et la réception de clientèle. Et le Code général des impôts dit qu'on ne peut, parce que ça donne lieu à la défiscalisation par ailleurs, on ne peut avoir des activités para-hôtelières que si 3 de ces 4 services sont fournis en même temps que le logement. Là, on va avoir un problème de preuve, parce que vous ne savez pas ce qui se passe derrière la porte de vos voisins. Et donc, les tribunaux vont devoir interpréter ça. Est-ce que c'est vraiment ce qu'a voulu dire la Cour de cassation? Est-ce qu'elle veut vraiment 3 sur 4? Ou est-ce que, finalement, elle veut que ce soit un des services, mais qui est délivré de manière importante? Pour l'instant, on ne le sait pas. Un mois après l'arrêt de la Cour de cassation, le tribunal judiciaire de Paris, mais un mois après, a considéré que l'activité était commerciale en raison de la seule fourniture du nettoyage. Donc là, autant vous dire que on va s'amuser dans les tribunaux et les cours d'appel partout en France, et je ne sais pas aujourd'hui comment ça va évoluer, mais ça rend la tâche, en tout cas du conseil que nous, on peut donner dans nos cabinets, de savoir comment va être qualifiée cette activité et comment on va démontrer que Monsieur Bidule, pour reprendre ton expression, il fournit 3 des services sur 4, et comment. Donc ça va être toute la difficulté. Mais heureusement, il n'y a pas que cette destination de l'immeuble qui va être pris en compte. Il va y avoir aussi les conditions de jouissance des parties privatives, et ça, c'est des petites clauses qui se cachent partout dans le règlement de copropriété. Ces clauses restrictives des droits de jouissance de chacun des copropriétaires dans son lot, à partir du moment où elles sont conformes à la destination de l'immeuble, toujours, hein, parce que la Cour de cassation et la loi nous rappellent que on n'a pas le droit d'interdire, en fait, aux copropriétaires de faire quoi que ce soit dans leur lot, sauf si c'est justifié par la destination générale de l'immeuble. C'est-à-dire, j'ai le droit d'interdire à quelqu'un d'exercer une activité commerciale si la destination de l'immeuble m'a dit que je ne pouvais faire que de l'habitation, ou que de l'habitation bourgeoise. C'est l'idée simple pour vous montrer que toujours faire référence à cette destination générale de l'immeuble. Alors, des clauses qui ont permis dans les années passées d'interdire, de considérer que cette activité, même si elle était conforme à la destination générale, ne pouvait pas être compatible avec les conditions de jouissance. Je vais vous en donner 2 exemples de clauses qu'on retrouve dans des vieux règlements. Ça va sûrement vous évoquer des choses. La Cour de cassation en 2006 avait considéré que l'existence d'une clause interdisant les garnis dans la copropriété permettait de déduire
que la location meublée de courte durée n'était pas compatible avec cette clause. Deuxième clause que vous connaissez sans doute, dans un immeuble à destination bourgeoise, la Cour d'appel de Paris avait considéré que la clause interdisant la location de chambres meublées on pouvait considérer avec cette clause que la location de meublés touristiques de courte durée était incompatible avec cette clause. Donc, comme vous le voyez, chaque cas doit être étudié. C'est pas toujours facile de vous répondre parce qu'on n'a pas. On peut étudier les clauses du règlement de copropriété, mais avec la jurisprudence de la Cour de cassation, on ne sait pas facilement ce que propose le bailleur qui exerce, qui loue un Airbnb. Donc ça complique, et cet arrêt de la Cour de cassation va quand même compliquer nettement les choses. Pour autant, si la destination de l'immeuble et les clauses de jouissance des parties privatives ne permettent pas d'interdire cette activité, on a encore une clause générale du règlement de copropriété et de la loi de 65 qui dit que si la destination de l'immeuble n'interdit pas explicitement une activité, le propriétaire qui souhaite exercer une quelconque activité qui serait autorisée doit veiller à maintenir la tranquillité de l'immeuble et le droit des autres copropriétaires. Et avec cette phrase, on fait des miracles et surtout on agit sur le fondement des troubles anormaux de voisinage. La Cour de cassation a rappelé cette action et a condamné, les tribunaux ont souvent reconnu l'existence du trouble anormal pour condamner les copropriétaires qui, bien qu'ils exercent une activité autorisée par le règlement de copropriété, vont le faire dans des conditions qui troublent la vie quotidienne de ses occupants. Alors il y avait des condamnations à des dommages et intérêts, à cesser le trouble, etc. L'intérêt de cette action de trouble anormal de voisinage, c'est qu'on n'a pas besoin de prouver la faute du copropriétaire qui commet le trouble. On doit juste prouver ce trouble. Alors, petite nuance. Si c'est le syndicat des copropriétaires qui veut exercer cette action à l'encontre du copropriétaire bailleur indélicat, on devra prouver le trouble. Ce trouble doit être causé, à tous les copropriétaires, sans exception, puisque c'est le syndicat des copropriétaires qui agit. Alors ça ne va pas toujours être facile, parce qu'il y en a toujours un qui va dire « moi, ça ne me gêne pas, le va-et-vient toute la journée dans mon immeuble ». Donc cette preuve va être peut-être difficile à recueillir. Pour autant, chacun des copropriétaires pris à titre personnel peut exercer cette action. Et là, il n'aura qu'à prouver son trouble à lui. Ou on peut prendre plusieurs copropriétaires qui sont troublés, et ils vont agir et ils vont démontrer leur trouble. La problématique, c'est toujours la même, c'est comment prouver ce trouble. Alors, plusieurs possibilités. On connaît tous les plaintes. Allô Toulouse, mon voisin fait systématiquement du bruit. Allô Toulouse va venir faire constater, va pouvoir faire un relevé avec la police municipale, des plaintes, des mains courantes, des témoignages de voisins qui vont pouvoir expliquer les dégradations ou les troubles qu'ils ont pu constater. Et bien sûr, le constat du commissaire de justice, anciennement huissier, qui va pouvoir venir, lui, constater l'ensemble de ces troubles. Et ensuite, il faut aller chercher sur les sites de Airbnb, de tous les réseaux, pour démontrer la fréquence d'utilisation, quitte à faire une fausse réservation. Mais là encore, alors tout ça, on va pouvoir peut-être le trouver, mais la difficulté, et je l'ai encore eu la question cette semaine à mon cabinet, la difficulté, c'est, notamment sur une boîte à clés, j'ai eu la question, c'est qu'on sait qu'il y a des locations meublées dans l'immeuble. Quand on est 10 dans la copropriété, on va vite repérer lequel fait la location meublée autorisée. Mais c'est pas toujours le cas. Et la problématique, ça va être de déterminer quel est le lot qui cause ce trouble, parce que pour pouvoir avoir réparation, il faut trouver quand même le responsable du trouble. Et ça c'est quand même assez compliqué. Voilà. Alors les sanctions, les sanctions, enfin pas les sanctions, mais la marche à suivre, c'est d'abord on y va gentiment. Donc le syndic va faire un mail quand il aura repéré le copropriétaire en lui rappelant les règles. En assemblée générale, vous avez l'habitude, la petite information à la fin. On rappelle les règles pour essayer de viser les gens, même quand on les connaît pas. Après, l'étape supérieure, c'est la mise en demeure.
On peut proposer aussi une médiation, et puis après, quand rien ne marche, et ben là, on va voir clair et on fait une action judiciaire, ou en référé, ou au fond. Le référé, alors là je vais être rapide parce que sinon on va y passer un peu trop de temps, mais le référé, ça a l'avantage de ne pas avoir besoin de requérir un accord préalable de l'Assemblée générale. Donc le syndic peut le faire tout seul, avec évidemment, et on rebondit, l'accord du conseil syndical quand même, enfin l'avis du conseil syndical, c'est préférable. Et de toute façon, toujours se faire ratifier après par l'Assemblée générale, parfois c'est plus prudent. Et de toute façon, cette action au référé est souvent, on oppose des arguments qui nous obligent à passer au fond, et là, obligation d'avoir l'accord préalable de l'Assemblée générale à la majorité de l'article 24. Une fois que le tribunal est saisi, avec tout le dossier que vous aurez bien voulu porter à votre syndic pour lui faciliter la vie, le tribunal pourra prononcer plusieurs sanctions, des cessations des actes qui causent des troubles sous astreinte, des condamnations à des dommages et intérêts. Voilà ce que peut décider le tribunal. À côté de l'action judiciaire, et ce sera mon dernier propos, rapide, parce que vous allez tous lire et vous allez aller sur le service de la mairie, il y a aussi vérifier que les copropriétaires qui exercent cette activité de meublé touristique respectent les règles de l'urbanisme. Dans certaines villes, le code de la construction, et notre ville de Toulouse est concernée, mais il n'y a pas qu'elle, c'est les villes en général de plus de 200 000 habitants, et puis d'autres villes plus citées par le code de la construction. Les mairies peuvent adopter des règles restrictives. Et là, pour le coup, à l'inverse de la jurisprudence, on a des règles de plus en plus restrictives. Donc, ces règles, rapidement, à Toulouse, c'est ça qui est intéressant. Ce qui nous intéresse, c'est que dès la première location meublée, quel que soit le nombre, si vous faites même une fois une location, vous devez vous signaler à la mairie, récupérer un numéro, et ce numéro doit être mis sur les annonces. Ça, c'est la première chose, c'est la règle de base. Ensuite, si vous êtes une personne physique, que vous louez que 1 ou 2 biens, vous devez faire un changement d'usage, mais qui n'est que temporaire. C'est-à-dire, c'est renouvelable tous les 2 ans, et on ne modifie pas la destination au sens de l'urbanisme de l'appartement qui est ainsi loué. Si vous êtes une personne physique, que vous avez plus de 2 logements en location meublée touristique, ou que vous êtes une personne morale, et que vous avez alors 1, 10, 50, peu importe le nombre, là, la mairie demande quelque chose de plus important. Elle demande l'immatriculation, enfin le numéro, le changement d'usage, et elle demande surtout une compensation. Alors là, ça règle un petit peu les problèmes, parce que la compensation, c'est quoi? C'est je loue 3 appartements de 30 mètres carrés, eh bien, je dois compenser et je dois louer 3 locaux commerciaux, 3 locaux professionnels, je dois les transformer en habitation, et pas meublé, en habitation classique. Donc là, la rentabilité du loueur en meublé de tourisme en prend un coup. Voilà, donc là, toutes ces règles elles sont sur le site de la mairie, et elles permettent d'agir aussi sur ce fondement-là. Et cette compensation, elle existe que depuis le 1er novembre 2023, à Toulouse en tout cas. Voilà. Elle n'est pas encore très connue, cette règle. Et elle n'est pas encore très connue. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de demandes quand même d'accéder au Airbnb dans les copropriétés, et ça reste pour nous, syndics, un vrai souci. Alors après, il y a une confusion qui se fait, mais que les tribunaux ont faite, c'est qu'à partir du moment où on doit changer d'usage dans la ville en matière commerciale, c'est-à-dire que je dois dire que mon habitation devient une activité commerciale au sens de l'urbanisme, parce que je suis personne privée, mais j'ai 3 locaux que je loue, et donc là je bascule pour les règles d'urbanisme en activité commerciale. La question qu'on peut se poser, et les tribunaux, et il y a eu cette confusion, et pour moi elle n'est pas tout à fait réglée, parce qu'il y a souvent des liens quand même entre la destination urbanisme et la destination copropriété, même si elles sont complètement autonomes théoriquement. On peut se demander, si on est dans le cas d'une personne physique avec 3 logements qui doit demander le changement de destination de son appartement en activité commerciale, si on ne doit pas faire de même dans la copropriété. Alors ça, j'ai pas la réponse. Moi, c'est une question que je me pose. Et j'attends que ce soit peut-être tranché un jour. Voilà, et on est au tout début de jurisprudence à venir, parce que c'est un phénomène qui prend un peu plus d'ampleur
ces derniers temps, il faudra bien que les tribunaux, ou du moins la loi, nous aident à un moment donné à le régler. Oui, la loi finira peut-être par trancher, mais peut-être dans 5 ou 10 ans. Voilà. Et la question, après, le problème, c'est qu'on peut aussi, en présentant le dossier d'une certaine manière, devant des tribunaux qui sont pas forcément toujours très aguerris en matière de copropriété, on peut effectivement leur faire dire que parce que j'ai changé de destination à l'urbanisme, que je suis passé en local commercial, je dois faire la même chose en copropriété. Alors c'est horrible ce que je dis, c'est pas très juste juridiquement, mais malheureusement, c'est quand même Merci maître le pour cas. toutes ces Voilà. informations, ces explications. On va passer aux questions, s'il y a des questions dans la salle. Et il y en a. Ah oui, j'avais une question. Est-ce que, en tant que conseil syndical, on a le droit de faire mettre une résolution à l'Assemblée générale interdisant justement le Airbnb dans notre immeuble? Alors effectivement, je suis passée un peu vite sur ça, je vous en ai pas parlé. Donc ce que je vous rappelais, c'était la règle absolue de la liberté de chacun dans son local privatif, sauf si la destination de l'immeuble permettait de restreindre cet usage privatif dans les lots. Alors, là, il y a eu une jurisprudence en 2010 qui a dit que oui, on pouvait l'interdire si la destination le permettait. Après, c'est si à l'étude de votre règlement de copropriété qui existe, je conclus, ou le confrère qui s'en occupe conclut que, en l'état du règlement, elle est autorisée, si vous voulez l'interdire, il faudra modifier le règlement de copro, et cette modification requiert l'unanimité de tous les copropriétaires, pas des copropriétaires présents à représenter, de tous les copropriétaires. Autant vous dire que c'est pas gagné, surtout si le mal est déjà fait. C'est-à-dire que si vous avez déjà un copropriétaire qui exerce cette activité, vous pouvez bien évidemment imaginer qu'il va pas voter pour. Donc le conseil, c'est, avant que les problèmes ne commencent, on fait évaluer le règlement de copropriété, on voit ce qu'on peut faire et on introduit des clauses où l'interdiction est déjà déduite des termes du règlement de copropriété, et on va aller essayer à la majorité de l'article 24 de préciser le règlement de copropriété pour que ce soit plus clair, ou alors c'est interdit, et là il faut aller prendre son bâton de pèlerin et convaincre tout le monde. Je vous dis ça parce que, à Paris, je connais au moins deux immeubles où les assemblées générales ont voté une résolution interdisant le Airbnb. Alors, il n'y a pas de réponse générale. Ça dépend du règlement de copro, ça dépend de la destination de l'immeuble de cette copropriété, ça dépend de l'usage qui en est fait au moment où c'est voté, ça dépend de la façon dont ça a été voté. Donc, tout est possible sous réserve que la destination de l'immeuble le permette. Après, on peut toujours, dans la destination, interdire certaines choses, mais dans la limite du raisonnable et dans la limite de l'article 8 de la loi de 65, qui rappelle quand même la liberté absolue d'user de son bien, puisque là, on attaque un principe constitutionnel qui est le droit de propriété. Donc, on ne peut le restreindre que dans certaines conditions. Donc, c'est au cas par cas, et sincèrement, je ne peux pas vous répondre comme ça, quoi. Enfin, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de réponse universelle qui s'appliquera à toutes les copropriétés. Et à usage uniquement bourgeois. Alors, si l'immeuble est à usage exclusivement bourgeoise, eh bien, avec l'arrêt de la Cour de cassation, on peut se demander si un simple particulier qui, de temps en temps, louerait son immeuble, son appartement en Airbnb, qui ne donnerait pas, qui n'affecterait pas à ce local de prestations para-hôtelières, pourrait pas de temps en temps. Alors on se raccrocherait à notre clause des règles de jouissance, de la tranquillité. C'est vrai que la clause d'habitation exclusivement bourgeoise permet quand même de limiter les dégâts. Mais il faut voir ce que la Cour de cassation, enfin ce que va donner cette jurisprudence de la Cour de cassation dans les années à venir quand même. Parce que si on prouve pas qu'il y a des prestations para-hôtelières, on va peut-être être un petit peu embêté quand même. Mais moins dans les destinations à immeubles exclusivement bourgeoises. Mais c'est quand même assez rare, exclusivement bourgeoise. On a souvent la clause d'habitation bourgeoise simple, c'est pas la même chose. En
fait, par exemple, s'il y a des personnes qui mettent leurs espèces de cadenas, là, code, sur les parties communes, normalement, on peut les interdire. Alors, on ne doit pas encombrer les parties communes, donc sur ce fondement, on pourrait agir. La question que je me pose, qu'on m'a posée cette semaine et j'ai pas eu le temps de vérifier, c'est que c'est une boîte à clés et dedans il y a une clé d'un domicile privé. Et donc la question est est-ce que vous pouvez l'enlever comme ça? Est-ce qu'il faut pas faire un préalable? Et j'ai pas la réponse parce que j'ai pas eu le temps de la chercher et on vient de me la poser récemment à mon cabinet. Je sais pas si tu as une idée, toi, Claire, mais. Ben, quand c'est accroché sur des parties communes. Alors, il y a eu un exemple, j'ai vu ça comme tout le monde à la télévision, à la mairie de Paris, a des problèmes de boîtes à clés partout, alors là, sur la voie publique. Et donc, ils mettent des sticks et ils avertissent que si c'est pas enlevé dans un certain délai, ils le font. Donc ça, c'est une réflexion que je vais... J'ai essayé de chercher un équivalent parce que je ne sais pas si on a déjà une jurisprudence sur les boîtes à clés, comment on peut les enlever si elles sont accrochées dans les parties communes. Bonsoir. Bonsoir. Il y a beaucoup de règlements de copropriété qui ont été écrits avant Airbnb et avant Internet. Ah ben, la plupart. Comment interpréter qu'un copropriétaire doit prévenir le syndic par écrit de tout changement de locataire? Est-ce que de nuit, c'est un changement de locataire ou c'est un locataire longue durée? Alors c'est vrai que cette clause, elle est récurrente dans les vieux règlements. On la met plus. J'ai pas en tête la jurisprudence sur la validité de cette clause. Sincèrement, je l'ai pas en tête là comme ça. En tout cas, moi je les mets plus du tout parce que il y a pas de sanction et c'est impossible à gérer donc et à vérifier. Non, mais j'ai pas en tête la jurisprudence. Je sais qu'il y en a une, mais j'ai pas en tête la réponse, là, sincèrement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est pas tout à fait une question Airbnb, mais à mon avis, il y a une nuisance encore pire, c'est les colocations. Et je pense que c'est encore un step de nuisance beaucoup plus important, puisque c'est un même appartement qui, au lieu d'avoir une famille, contient jusqu'à 10 personnes des fois en colocation. Alors là aussi, certaines clauses de règlement de copropriété et la façon dont c'est loué, mais ça, vous n'avez pas le contrat de location, donc c'est difficile. Certaines clauses du règlement de copropriété permettraient éventuellement de dire que c'est interdit. La location par chambre meublée la location d'appartements séparément par chambre séparée, on a cette clause, permettrait éventuellement d'interdire la colocation. Mais elle est détournée, c'est-à-dire qu'en fait, le propriétaire, il fait un seul bail. Et donc, c'est pas plusieurs locations. Donc, il y a autant d'exemples que de... Alors, juste un truc, là, vous avez deux possibilités d'attaque sur la coloc comme sur Airbnb. Emmanuel l'a évoqué, c'est-à-dire qu'il y a la violation du règlement de copropriété, et puis après il y a le trouble anormal de voisinage. C'est-à-dire si vous pouvez avoir un règlement de copropriété qui autorise la colocation, n'empêche que si vous, en tant que copropriétaire voisin, vous avez des nuisances, c'est pas parce que le règlement de copropriété l'autorise que vous n'avez pas d'action. Ce sont des fondements juridiques différents. C'est l'intérêt de cette action de trouble anormal de voisinage. Donc, si vous êtes gêné, vous pouvez agir. Encore faut-il, comme je le disais tout à l'heure, avoir un dossier assez solide pour pouvoir le démontrer. Alors, généralement, maintenant, ces colocations sont gérées par des services de conciergerie. Hein. Oui, mais c'est pas de la location meublée de courte durée, c'est de la location à titre de résidence principale et c'est pas le même... C'est même pas la même façon de voir, quoi. Et là, je crois que si je laisse pas la parole au troisième intervenant, ça va pas. On peut pouvoir s'en sortir. Merci beaucoup, maître. Merci. Alors, on va passer à la suite.
Et je laisse la parole Voilà. à Donc Guillaume. pour le troisième et dernier thème, on va essayer de recoller un petit peu au timing, mais on a le plaisir d'accueillir donc Jérôme Lassignardi, qui représente le cabinet Axil Sogerac, donc spécialiste MRI multirisque immeuble à Toulouse, et qui va tenter, en tout cas je l'espère, de clarifier pour l'ensemble des copropriétaires et vis-à-vis des syndics, donc qui fait quoi dans le cadre d'un constat et d'un dégât des eaux privatifs. Et Jérôme Lassignardi est accompagné de Julien Guillaume, donc qui représente le cabinet Poly Expert, et qui parlera d'un sujet effectivement d'actualité qui nous concerne tous, et plus particulièrement les immeubles en centre-ville, où on a depuis quelques mois des demandes croissantes des copropriétaires qui vivent dans ces copropriétés, qui voient depuis quelques mois apparaître des fissures qui étaient déjà présentes, mais qui aujourd'hui sont un petit peu plus inquiétantes. Donc voilà, c'est un thème ce soir qui nous tenait à cœur au niveau de l'UNIS pour vous présenter effectivement ces éléments-là. Donc on va commencer par qui fait quoi dans le cadre d'une recherche de fuite, et pour clarifier effectivement le rôle de chacun. Merci, merci Guillaume. Effectivement, je vais aborder ce sujet parce que dans mon cabinet, nous avons le plaisir de gérer quand même de nombreux sinistres, et nous sommes souvent confrontés à des interrogations. C'est pourquoi l'assurance de la copropriété intervient sur des dommages, sur des sinistres qui sont sur des parties privatives. Les compagnies d'assurance ont décidé de mettre en place, il y a maintenant quelques années, une convention. Donc en fait, une convention, c'est un arrangement entre assureurs, pour faire simple, qui a comme objectif de faciliter la gestion d'un sinistre, en l'occurrence dégâts des eaux et incendies dans des moindres mesures, pour pouvoir faire en sorte que la gestion soit la plus fluide possible. Sauf malheureusement, on constate que c'est pas toujours géré avec bon sens. Le principe d'un sinistre en dégâts des eaux sur une partie privative, c'est que l'assureur qui est en charge de gérer le sinistre est l'assureur de l'occupant. Alors l'occupant, il peut être à la fois copropriétaire ou à la fois locataire, et c'est automatiquement lui qui va gérer le sinistre, alors que quelquefois il va donc le gérer pour le compte d'un copropriétaire bailleur, puisque on peut venir endommager bien sûr des parties qui concernent plutôt le bâtiment que les aménagements ou les équipements du locataire. Mais malheureusement, c'est un principe qu'on ne peut pas éviter. L'assurance de cet occupant va gérer le sinistre de A à Z, c'est-à-dire qu'il va mandater les expertises. Il va, en rapport avec son assuré, solliciter des sociétés pour pouvoir établir des devis, et en totale autonomie. Et en fonction du montant, il va même avoir l'autorisation d'intervenir pour le compte du copropriétaire bailleur. Cette gestion sinistre peut aller jusqu'à un montant de dommage, dans le cadre de la convention, jusqu'à 5 000 €. Donc, c'est-à-dire concrètement, l'expert d'un occupant, locataire, copropriétaire, peut gérer un sinistre dans une partie privative sur des biens qui en fait ne lui appartiennent pas jusqu'à 5 000 €. Et ce principe-là, malheureusement, s'impose aux assureurs et également aux assurés. Là-dessus, le principe de la gestion de ce sinistre ne vaut pas pour autant dire que c'est eux qui vont indemniser au final le dommage. Je m'explique. Lorsque le dommage va jusqu'à 1 600 €, l'assurance de l'occupant va indemniser, sans pouvoir d'ailleurs exercer aucun recours contre quiconque en fonction de l'origine. Lorsque le dommage est compris entre 1 600 et 5 000 €, l'assureur de l'occupant va toujours diligenter et gérer le sinistre, et va même intervenir pour le gérer pour le compte du copropriétaire, et peut même être amené à faire payer votre assurance de copropriétaire bailleur. Ça, ce qui peut être un petit peu surprenant, mais encore une fois, c'est le principe. Au-delà de 5 000 € de dommages, là, c'est l'intervention de l'assurance de la copropriété. Donc, en synthèse, lorsqu'on est sur des parties privatives, la nouvelle convention IRSI imaginait le principe que jusqu'à 5 000 € de dommages, l'assurance de la copropriété n'avait pas à intervenir, et au-delà, elle intervenait. Malheureusement, dans la réalité des cas, on se rend compte que c'est
pas ça, parce que souvent on est confronté, hein, Guillaume, sur la sinistralité de vos copropriétés qui concernent des dommages privatifs, puisque la convention passée entre assureurs précise que lorsque le locataire n'est pas assuré, lorsque le copropriétaire n'est pas assuré, que ce soit un copropriétaire occupant ou un copropriétaire non occupant, l'ensemble des dommages privatifs de l'appartement sont pris en charge par l'assurance de la copropriété. Et ça, on est souvent confronté avec vous qui subissez les tarifs d'assurance qui, il ne faut pas se mentir, vont pas dans le bon sens, parce que l'assureur de la copropriété est souvent appelé à prendre en montant de dommages des choses qui en fait ne concernent pas des parties communes, mais qui concernent des parties privatives qui auraient pu être prises en charge par les assurances des occupants. Je fais un petit focus rapide parce que par rapport au temps, j'ai préféré, puis on pourra en discuter lors du cocktail, prendre un point qui peut être aussi un petit peu concret, parce que on est souvent confronté à une assurance où la gestion est imposée par une convention, donc la fameuse convention IRSI dont vous avez tous entendu parler, et qui fait que l'assurance de la copro peut prendre en charge des dommages privatifs. Simplement, l'assurance de la copro, elle peut aussi avoir une franchise. Et donc, vous avez peut-être été confronté au cas suivant, c'est-à-dire que votre appartement a subi un dommage, vous apprenez par votre assureur que le montant de vos dommages étant supérieur à 5 000 €, il faut voir le dommage avec le syndic. Il faut voir donc ça avec l'assurance de la copro. Et ce dégât des eaux, malheureusement, sur le contrat de la copro, il y a une franchise à 1 000 €. Votre assureur vous dit, ça c'est le problème de l'assurance de la copro, il faut gérer ça avec eux. Ce qu'il faut effectivement savoir, c'est que en tant que copropriétaire, vous bénéficiez de 2 assurances. À la fois l'assurance que vous avez à titre personnel, qui vous couvre soit la propriétaire non occupant ou votre assurance habitation standard MRH, et donc également l'assurance de la copro qui intervient. Si l'assurance de la copro vous indemnise, mais déduit de son indemnisation une franchise, je vous précise que vous avez tout à fait le droit d'appeler en parallèle votre assurance personnelle pour bien évidemment vous faire indemniser de la franchise que vous n'avez pas perçue de part de l'assurance de la copropriété, puisque vous êtes assuré 2 fois en qualité de copropriétaire. Enfin, on constate aussi que l'assurance de la copro, par cette fameuse sinistralité qui engendre des coûts supplémentaires pour l'assurance de la copropriété, parce que la plupart des sinistres, je ne vous cache pas, la charge de la majorité des sinistres qu'on gère sont sur des parties privatives. Proportionnellement, un immeuble est plus constitué de parties privatives que de parties communes. Votre assurance, lorsque vous êtes copropriétaire occupant et qu'elle vous a indemnisé un montant de sinistre, elle a le droit, elle a même l'obligation, de se faire rembourser le montant des dommages immobiliers qu'elle a payés auprès de l'assurance de la copropriété. Donc je prends un exemple, vous avez votre cumulus qui crée un dommage sur votre parquet, vous déclarez ce sinistre à votre assurance MRH qui vous indemnise 4 000 € pour la réfection de votre parquet. Et donc, pour vous, ce sinistre relève de votre assurance. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre assurance, sur la totalité du montant du parquet qui a été changé, qui est considéré comme une partie immobilière, va se faire intégralement rembourser ce sinistre par l'assurance de la copropriété, que je vais appeler une assurance collective. Pour autant, cette assurance collective intervient plus souvent sur ces parties privatives. Ce principe, en fait, est à mettre en avant pour, malheureusement, être en mesure de vous faire prendre conscience de l'importance du choix et du choix pertinent d'une assurance de copropriété. Parce qu'une assurance de copropriété, c'est celle qui va intervenir sur tous les dommages importants immobiliers, embellissements, sans parler de dommages gravissimes que peuvent être un incendie. Mais c'est avant tout l'assurance de la copro qui intervient sur ces dommages même dits privatifs. D'où le choix, on va dire, pertinent qu'il faut avoir dans le cadre de ces sélections. Voilà. J'ai volontairement souhaité faire vite au niveau du timing et je répondrai de toute façon à votre question avec grand plaisir et je vais laisser la parole à Julien. Donc Julien en charge des sinistres majeurs pour le compte de Polyexpert et référent dans ce domaine. Merci. Merci Jérôme.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vais vous présenter donc le risque effondrement, puisqu'aujourd'hui, dans l'actualité récente, nous avons de nombreux cas d'immeubles effondrés. Donc quelques exemples, on a Bordeaux en 2021, à Lille, il y a rue Pierre-Mauroy en 2022, rue de Tivoli à Marseille, malheureusement avec des victimes, quai de la Libération à Rabastens très récemment en juin 2024, et rue Saint-Rome à Toulouse, qui a agité donc la presse locale, mais beaucoup d'interrogations aussi des copropriétaires vers les syndics et des syndics vers les assurances pour voir si on avait une garantie effondrement. Donc la définition de l'effondrement, donc sur le Larousse, c'est le fait d'être détruit, ruiné, écroulement, éboulement, chute brutale. Selon les conditions générales de l'assurance, donc ça va différer selon les contrats d'assurance, les intercalaires des courtiers, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'effondrement, ça doit affecter les fondations, la structure, les charpentes et couvertures. Donc on a quelques définitions, je ne vais pas toutes vous les lire, mais ce qui est indiqué, par exemple, si on prend le contrat immeuble X, nous garantissons les dommages matériels subis par les bâtiments assurés résultant d'un effondrement total ou partiel des fondations, soubassement de la structure porteuse, des murs, de la toiture, pour autant que ces dommages, et donc c'est là où c'est très important, surviennent de manière fortuite et soudaine, compromettent la solidité du bâtiment et nécessitent le remplacement de la reconstruction des parties endommagées. Ce qui est important de retenir dans la notion assurantielle effondrement, c'est qu'il y a un caractère fortuit et soudain, c'est-à-dire que l'origine de ce sinistre doit être un aléa et un événement accidentel et non justement, comme le reprend les exclusions, lié à un défaut d'entretien ou un bâtiment sous responsabilité décennale, l'usure normale, les parasites du bois par exemple, on peut avoir de la mérule qui se développe et qui provoque donc du pourrissement avancé de structures bois et un effondrement. Mais également les dommages à des surcharges de plancher, des dommages survenus au cours de travaux de réhabilitation. Alors ça, c'est des exemples d'exclusion, c'est vraiment fonction de chaque contrat d'assurance. Ce qu'il faut retenir également, c'est que la garantie effondrement n'est pas une garantie obligatoire prévue par la loi, et elle est souvent optionnelle sur les contrats immeubles. Et c'est vrai qu'il est peut-être opportun, notamment même sur les immeubles assez récents, de souscrire cette assurance. Puisque généralement on a des sinistres très importants, des enjeux très importants. Donc si l'origine elle est soudaine et fortuite dans la survenance de cet effondrement, ben effectivement il y a une possibilité de prise en charge que dans certaines situations, à défaut d'assurance effondrement, c'est pour les copropriétaires. Et les enjeux ne sont pas anodins. Je vais vous présenter là un petit peu les causes des effondrements, alors à la fois à la construction, en exploitation et à la démolition ou réhabilitation d'un bâtiment. On part généralement d'un danger primaire qui, par prévention, entretien, réparation immédiate, une action préventive, on pourrait éviter justement l'accident majeur et notamment l'effondrement du bâtiment. Donc par rapport aux causes, à la construction, on va avoir surtout des défauts de conception. Par exemple, ça peut être un défaut de dimensionnement de charpente. On a eu des dossiers où il y a eu des défauts de conception de dimensionnement de charpente et la structure charpente-couverture s'est affaissée et donc c'est un début d'effondrement. Ça peut être aussi une mauvaise réalisation, par exemple sur les balcons. Les aciers pour soutenir le balcon doivent être en arase supérieure et donc s'ils sont mis en arase inférieure, on a un risque de basculement du balcon et donc qui se détache de la façade et un effondrement. Donc ça c'est au niveau de la construction. On va voir les causes en exploitation. Alors c'est pas illustré d'image, mais la présentation serait bien plus longue. Donc c'est assez succinct, mais c'est pour vous sensibiliser. Donc en exploitation, ça peut être la modification de la structure aux caractéristiques techniques du sol d'assise. Par exemple, vous avez des venues d'eau par un caniveau non étanche en pied d'immeuble ancien, en briques ou en pisé. Mais effectivement, la modification de cette structure de sol peut provoquer un ravinement de l'assise du bâtiment et provoquer un affaissement. Donc c'est une des principales causes d'un effondrement. Vous avez la vétusté de l'ouvrage, bien entendu, avec les structures anciennes, fléchissent naturellement, et donc la vétusté de l'ouvrage peut provoquer effectivement un effondrement. La principale cause que l'on rencontre, et même les différents maîtres présents ici peuvent vous le dire, c'est surtout les amenées d'eau lentes et récurrentes qui produisent donc des pourrissements avancés de structures bois dans les immeubles anciens qui sont malheureusement à l'origine d'affaissements et d'effondrements. C'est une des principales causes que l'on rencontre dans les expertises courantes, soit amiables ou soit judiciaires, mais c'est surtout ces origines-là. Donc surtout dans les immeubles anciens, puisqu'on met des bacs à douche à l'italienne en galets,
c'est pas forcément étanche. Les locataires n'entretiennent pas forcément les joints d'étanchéité. On peut avoir aussi des canalisations fuyardes, hein, mais c'est la répétition de sinistres, d'actions lentes et récurrentes dans le temps qui vont provoquer un pourrissement avancé de structure et un risque d'effondrement. Vous avez également l'infiltration par toiture. Si c'est ponctuel, il n'y a pas de souci, ça fait une auréole. On ne va pas avoir un problème d'effondrement, d'affaissement. Par contre, l'action lente et récurrente, malheureusement, c'est nuisible pour le bois et donc la structure. Vous pouvez avoir aussi l'absence d'étanchéité sur les balcons. J'ai eu traité un exemple où absence d'étanchéité sur le balcon, donc ça avait 30 ans, et donc l'eau s'est infiltrée entre la façade et le balcon, ça a provoqué une corrosion foisonnante des aciers, et donc avec le temps, plus de résistance, et le balcon s'est effondré sur 2 niveaux. Vous avez également les excès de charge, donc là c'est important aussi lorsque vous avez des locaux commerciaux dans vos immeubles en copropriété dits anciens, parce qu'en fonction de l'activité, on peut avoir une activité non adaptée à la structure du bâtiment. Alors généralement les baux commerciaux prévoient qu'il appartient au locataire d'adapter le bâti en fonction de son activité, mais un exemple, excès de charge, c'était un restaurant musical, donc on peut penser au piano avec différentes tables autour et on dîne calmement en écoutant un petit morceau de piano. Et en fait, l'exploitant réalisait des concerts au premier étage d'un immeuble à structure bois. Et malheureusement, il y a eu une rupture de poutre maîtresse. Donc là, garantie assurantielle, si on l'a souscrite, elle peut fonctionner, contrairement à l'amenée d'eau lente et récurrente. Mais effectivement, heureusement, il n'y a pas eu de blessés, de morts, mais ça aurait pu être dramatique. Aussi, le phénomène que l'on rencontre dans l'excès de charge aujourd'hui, c'est les spas gonflables sur les terrasses ou balcons dans les immeubles anciens. Donc ça, effectivement, l'autre jour, j'ai fait une expertise. J'étais sur les toits de Toulouse et qu'est-ce que je vois? Un spa gonflable sur un immeuble ancien, sur une terrasse tropézienne. Donc là aussi, attention, parce que ça peut provoquer de sacrés dégâts. Vous avez donc aussi la dernière cause principale des effondrements, donc surtout en copropriété dans les immeubles anciens, au moment de la démolition ou réhabilitation par le copropriétaire. Dans les immeubles anciens, vous avez les cloisons entre pièces qui sont devenues porteuses dans le temps, en briques foraines, et donc elles sont porteuses devenues dans le temps, et le copropriétaire veut réhabiliter, et pour des soucis d'économie, fait lui-même les travaux, ne fait pas appel à un bureau d'études, le signale pas au syndicat, et malheureusement, il casse la cloison, et là, vous avez un affaissement du plancher haut à l'étage, et donc le voisin invite sous plainte. Et donc là, soit on y arrive à l'amiable, soit on y arrive en judiciaire, mais il y a des travaux lourds, des travaux de confortement à faire, et donc ça peut être source d'effondrement. Et vous avez aussi les mauvais phasages de travaux, donc lorsqu'il y a une démolition de bâtiments voisins, des fois, effectivement, il n'y a pas de mesures de prévention sur les mitoyens, et on peut avoir des venues d'eau qui se font et l'apparition de désordres chez le voisin avec une menace. Alors, quelle action à mettre en place afin de prévenir les risques? L'alerte le plus en amont possible. Et ce sont bien entendu les habitants de l'immeuble, propriétaires, bailleurs ou exploitants, qui sont à même de signaler le syndic ou même les autorités publiques pour dire attention, il y a un signe. Donc ça peut être un vide sous plainte, difficulté de manœuvre d'ouverture, menuiserie extérieure, menuiserie intérieure. Alors après, il faut prendre par parcimonie certains signalements. Un immeuble récent, une fissure au-dessus d'un placo-plâtre, il n'y a pas de risque d'affaissement. Mais sur les immeubles anciens, effectivement, ça peut être des signes. Ça peut être également la visite périodique assurée par des professionnels. Donc, on charge un professionnel de relever les anomalies ou suspicions. Et on peut envisager des études dans le bâtiment pour s'assurer s'il y a un risque potentiel d'effondrement et quelles solutions à mettre en œuvre. Et ensuite, le suivi des réparations et actions correctives. Donc, lever définitivement des doutes sur un point particulier, en faire le contrôle, la bonne exécution par un spécialiste. Donc, la visite périodique, ça peut être visuel, mais ça peut être également lancer des études avec du ferroscan, mettre des jauges et suivre l'évolution des fissures grâce à ces jauges. Et avec le suivi des réparations et actions correctives, voir une fois qu'il n'y a pas plus d'évolution sur ces jauges, dire c'est bon, le immeuble s'est stabilisé, on peut engager les travaux de seconde œuvre. Voilà. Mais les conséquences de l'absence de suivi ou de mesures correctives conduisent malheureusement à l'affaissement et à l'effondrement de bâtiments et des conséquences dramatiques tant humaines que matérielles. Donc en synthèse, le meilleur moyen, c'est d'éviter tout sinistre effondrement, mais même un sinistre dégâts des eaux ou incendie. C'est le suivi, l'entretien, la prévention de ces ouvrages et par anticipation.
Donc on a tous un rôle à jouer, locataires, bailleurs, syndics, entreprises. Et dès lors qu'il y a un risque identifié, alors là on va revenir sur un focus sur l'effondrement, c'est surtout solliciter un prestataire et faire un diagnostic. Alors un prestataire, ça peut être un expert conseil, mais vaut mieux solliciter un bureau d'études, un maître d'œuvre, un architecte, un bureau de contrôle, et qui lui va faire un pré-diagnostic et va vous rendre un rapport. Et à partir de là, s'il y a vraiment un risque qui est avéré, ben, c'est mettre en place les mesures conservatoires. Alors en termes de mesures conservatoires, là aussi, il ne faut pas le confier l'étaiement aux maçons du coin, ou qu'on connaît, même s'il bosse bien pour faire de la réparation de clôture en copropriété ou qui a bien fait l'abri de jardin de la maison. C'est vraiment les mesures conservatoires, l'étaiement, il faut le confier à des sociétés spécialisées et en amont même, il faut faire appel à un bureau d'études et bureau de contrôle pour le dimensionner et vérifier. Pourquoi ? Parce que si l'étaiement est insuffisant, on ne va pas contrecarrer le risque d'effondrement. Donc aussi, bien entendu, il y a le péril. Solliciter les services publics pour mettre en péril l'immeuble, reloger les habitants. Voilà, donc ça, c'est les principales mesures conservatoires à faire. Et de là, en fonction, une fois que l'immeuble est sécurisé, c'est engager les études, donc tant pour déterminer la pathologie que l'on rencontre, mais également les solutions de réparation. Donc là, ça peut être des investigations techniques, destructives, ferroscan, ou investigations sur des recherches de fuite, réparer les origines. Et ensuite, faire l'étude des travaux de réparation, mais là aussi, il faut s'équiper de toute une équipe, bureau d'études, maître d'œuvre, architecte, bureau de contrôle. Il m'est arrivé sur des dossiers où effectivement j'ai vu qu'il y avait un plancher endommagé par des infiltrations d'eau lentes et récurrentes. Le syndic avait sollicité une entreprise lambda, il n'y avait pas de bureau d'études, pas de maître d'œuvre, l'enjeu c'était 20 000 euros. Moi en tant qu'expert, j'ai dit attention, on est sur un local commercial, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de bureau d'études, il n'y a pas de bureau de contrôle, il n'y a pas d'architecte, il n'y a pas de dimensionnement. Certes, le conseil syndical et en AG, ils ont validé ces 20 000 euros. Malheureusement, c'est parti en judiciaire et aujourd'hui, on est à 130 000 euros. Parce que effectivement, il fallait bien dimensionner l'ouvrage et la réparation partielle que proposait le maçon a été insuffisante. Voilà. Ensuite, bien entendu, réaliser les travaux pour la levée de péril, permettre de réintégrer les biens en toute sécurité, assurer la sécurité des bâtiments, et ensuite reprendre possession des lieux et s'assurer bien entendu du suivi et de l'entretien régulier de son patrimoine, puisque si on n'entretient pas, ça peut générer des sinistres très importants, voire l'effondrement, et en revanche, s'il y a un défaut d'entretien, l'assurance ne pourra pas être là pour couvrir ce risque-là, qui sera à la charge des copropriétaires. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions tant sur la partie sinistre, dégâts des eaux ou en copropriété et même sur le risque effondrement. On va vous passer le micro, comme ça tout le monde pourra entendre. Je peux me permettre une question, monsieur. Vous n'avez pas parlé du phénomène sécheresse, qui est pour moi une pathologie relativement importante, avec des tassements différentiels, des fois, qui provoquent des effondrements. Alors à ce jour, lié à la sécheresse, qui effectivement c'est une déshydratation des sols provoquée de par un déficit hydrique, j'ai jamais rencontré d'effondrement lié à cette pathologie. En général, vous avez donc un tassement différentiel de fondation qui se produit avec l'apparition de fissures. Pour arriver à l'effondrement, il faut vraiment que ça soit dans le temps, qu'il n'y ait pas eu de mesures réalisées, de déclaration de sinistre ou autre. Ça peut se provoquer sur des bâtiments très anciens, effectivement en pisé une grange, mais ça va pas être forcément le phénomène de sécheresse, ça va être plutôt l'absence de fondation et la vétusté de l'ouvrage. J'aurais voulu savoir s'il y a un copropriétaire qui a une cave, qui a transformé sa cave en restaurant, a donc fait des travaux, a touché aux poutres qui passaient dans sa cave, il a mis des IPN. Est-ce qu'il devait en informer la copropriété ? Alors généralement sur les baux commerciaux, il est prévu que le locataire prévienne donc son bailleur de toute modification et doit faire appel à un architecte. Donc normalement, les travaux de ce locataire auraient dû être soumis au propriétaire avec approbation
du syndicat et également avec l'architecte. D'accord, parce que là, en l'occurrence, le propriétaire, c'est lui qui a ouvert le restaurant. Dans ces conditions, il aurait dû, s'il a touché la structure porteuse du bâtiment, il aurait dû effectivement solliciter le syndic. Oui, je me permets d'intervenir sur deux sujets. Effectivement, il y a la structure de l'immeuble où il doit nécessairement consulter le syndicat des copropriétaires et il y a ensuite éventuellement le changement de destination puisque c'est une cave et non pas un lieu où on exerce une activité commerciale. Donc il faut se reporter encore une fois au règlement de copropriété. Mais effectivement, les travaux sans autorisation, sans avoir produit des dimensionnements et autres ne peuvent pas être réalisés sans l'accord du syndicat. Bon, et s'il ne veut, il s'en fiche? Après, effectivement, c'est le syndicat qui, soit par voie de référé, mais là, vous avez effectivement Maître Fage qui est pas très loin, mais c'est là effectivement où il faut effectivement prendre attache avec un conseil pour suivre cette procédure et définir si on le fait en référé, parce qu'il peut y avoir effectivement un risque d'effondrement, en tout cas voilà structurel, à défaut d'effondrement, ou en tout cas décider par assemblée générale d'engager une procédure contre ce propriétaire. D'accord, ok. Mais en assemblée générale, donc. Hein, oui. Merci. Concernant le suivi, l'entretien des vieux bâtiments, enfin des vieux immeubles historiques du centre-ville, j'imagine que c'est quelque chose qui doit se voter en assemblée générale. Et donc, que peut-on faire si la majorité des copropriétaires ne veulent pas faire de dépenses attenantes à cela? Alors effectivement, c'est plus une question qui s'adresse au syndic. Effectivement, tout à l'heure, la question a été posée de savoir en cas de travaux, si on constatait une anomalie au sein de la copropriété, qui faisait quoi? Il est vrai que le syndic doit lui intervenir. Il n'a qu'une force de proposition et c'est le syndicat qui va décider. S'il y a des travaux d'ordre structurel où les copropriétaires n'y sont pas sensibilisés, soit il peut prendre des mesures d'urgence, sécuriser les lieux avec information au conseil syndical, ratification par une assemblée générale spéciale, ou bien dans le cas extrême, où ça peut être le cas dans certaines situations à Toulouse, lorsque le syndicat des copropriétaires refuse tous travaux, eh bien le syndic peut être amené jusqu'à démissionner puisqu'il engage sa responsabilité et civile et pénale. Et donc effectivement, notre rôle en tant que syndic, c'est d'assurer la sécurité de tous. Et si le syndicat des copropriétaires directement visé n'y est pas sensible, on peut être amené à prendre de telles décisions. Merci. Juste, je peux me permettre de rebondir. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que tout événement assurable doit relever d'un caractère accidentel, soudain, imprévisible. Et lorsqu'on est confronté à des sinistres importants, nos amis experts ont quand même tendance à faire un check un petit peu de tout ce qui s'est passé dans la vie de la copropriété. Et et soulever le fait que des travaux auraient dû être faits et ces travaux n'ont pas été acceptés, l'événement accidentel, soudain et aléatoire n'y étant plus, vous êtes sans filet en matière d'assurance et donc les coûts qui sont induits sur les dommages sont totalement à supporter par la copropriété. À savoir que vous pouvez également vous adresser à la mairie de Toulouse, au service de l'urbanisme, pour leur demander d'exiger que le syndic, donc si vous voulez que le syndicat des copropriétaires fasse passer un bureau d'études. D'ailleurs, il y a eu des circulaires qui ont été envoyées à beaucoup d'immeubles historiques de Toulouse de la part de la mairie qui exigeait effectivement qu'il y ait une vérification par un bureau d'études spécialisé. Donc vous pouvez vous adresser à la mairie. D'autres questions? Non, mais écoutez, on arrive au terme. Je vais rendre la parole à la présidente. Moi, je voudrais remercier tous nos intervenants, mesdames, maîtres, messieurs. Merci beaucoup. Donc, nous allons clôturer effectivement notre conférence. Je vous remercie pour votre participation,
d'être présents chaque année. Nous nous retrouverons l'année prochaine. Sachez que l'année prochaine, l'UNIS, nous fêterons les 60 ans du Code de la copropriété. Et donc, comme vous pouvez voir, on n'a pas fini de parler de vos copropriétés, de syndics, bien sûr, et des conseils syndicaux. On va finir autour d'un pot qui est donc comme d'habitude au rez-de-chaussée. Merci à vous tous et à très vite.